Attention. Voilà, je te laisse la parole, Jean-Marc. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Jean-Marc Bello. Alors ça fait juste 2 mots me concernant. Je travaille depuis 25 à 30 ans dans le monde du commerce et du marketing. Et plus particulièrement, cela fait maintenant 10 ans précisément, pratiquement jour pour jour, que je me consacre au déploiement de méthodologies commerciales auprès d'organisations de tout type, des petites, des grandes, des moyennes, essentiellement dans le monde des technologies, pour dire la réalité, mais c'est quelque chose qui concerne toutes les organisations. Alors le propos aujourd'hui, c'est pendant une petite demi-heure justement d'embrasser le territoire des méthodologies de vente. Et l'idée que je voudrais partager avec vous, c'est de voir finalement dans ce monde assez pléthorique, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs en termes d'offreurs de méthodologie, voir quels sont les points d'attention auxquels il faut être vigilant lorsque vous envisagez de déployer une méthodologie de vente. Donc, par quel bout prendre le problème en quelque sorte? Alors, ce que je voudrais donc Ok. aborder... J'ai eu le message, merci. Que se passe-t-il? On entend beaucoup moins bien. Alors, je vais couper le micro de chacun pour qu'effectivement on ait le son direct, qu'on entende bien Jean-Marc. Et puis à la fin, je rouvrirai pour qu'on puisse en discuter. Et normalement, vous devriez... Voilà, normalement, vous devriez avoir beaucoup moins de bruit parasite. Merci. Très bien. Donc, par rapport au thème qui est par quel bout prendre le problème dans le cadre du choix d'une méthodologie de vente, je dirais que le point de départ, c'est la citation que vous voyez figurer sur vos écrans. C'est, au fond, au bout du compte, si vos vendeurs ne savent pas reconnaître où se situe le prospect dans son parcours d'achat, comment voulez-vous qu'ils puissent l'influencer? Et là, en fait, est tout le propos. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, lorsque je me suis consacré à ce métier, les choses étaient relativement simples. C'est-à-dire qu'il y avait l'utilisation d'Internet n'était pas encore très très développée lorsqu'il s'agissait de l'intégrer dans le cadre de processus d'achat. Et c'est ce qui fait que... Ah, Nicolas, il y a quelqu'un qui dit pas de son. Oui, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le son. Il faut pas activer un truc en fait. Non, non, normalement, la plupart des gens ont le son. Hein. Donc ça doit être un problème de votre côté. Voilà, il y a certaines personnes qui ont du son, c'est pas un problème. Bon. Donc je continue. Oui, continue Jean-Marc. Donc le problème avec, je dirais, l'utilisation de plus en plus fréquente et substantielle d'Internet dans les cycles d'achat, le fait d'identifier où le client se situe dans son parcours d'achat devient tout à fait essentiel. Et comment je fais pour passer le slide là-bas? Alors on clique ici. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que de plus en plus, les clients donc utilisent Internet comme un mécanisme afin d'acquérir de l'information sur le web, sur les différents offreurs, et finalement ils n'envisagent la première interaction avec des offreurs ou des fournisseurs potentiels que très tardivement dans leur cycle d'achat. Une étude récente organisée, réalisée plutôt par un organisme américain qui s'appelle le Corporate Executive Board, CEB, met en évidence le fait que c'est 57% du parcours d'achat qui est réalisé par les clients sans même faire appel à des fournisseurs. Ce qui veut dire que la première interaction entre un client potentiel et un fournisseur ne va apparaître que très tardivement dans le cycle d'achat. Alors ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que si finalement les vendeurs ne savent pas où se situe le client dans son parcours d'achat, comment peuvent-ils être en situation de l'aider à formaliser une décision d'achat? Comment peuvent-ils être en situation de positionner au plus juste l'offre par rapport à cette situation? Alors ça pose donc pas mal de problèmes, on l'a vu. Le fait que la première interaction commence si tardivement dans le parcours d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, finalement,
avant même d'interagir avec un vendeur, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini quels étaient ses besoins, il sait quel type de solution il veut acheter, il a arrêté ses priorités, et finalement, ses enjeux sont clairement établis. Donc, le rôle du vendeur, on le voit, est particulièrement contraint par le fait que le client a fait tout ce travail-là sans même faire appel à un vendeur. Alors ça veut dire quoi pratiquement aussi? Ça veut dire que finalement, lorsque vous arrivez ou lorsque le vendeur arrive aussi tardivement dans un process d'achat client, eh bien, ce qui se passe, il va falloir qu'il fasse tout un travail, on va dire, de rétro-pédalage pour identifier les besoins, comprendre quelles étaient les priorités, comprendre quelle était la solution et les critères de décision. Particulièrement difficile, ce n'était pas le cas avant. Avant, finalement, le vendeur et le client évoluaient, on va dire, pratiquement main dans la main durant tout le parcours d'achat. Donc ça, c'est une vraie difficulté, comprendre où se situe le client dans son parcours d'achat. Alors maintenant, justement, puisqu'on parle beaucoup de parcours d'achat, on parle beaucoup de parcours d'achat client, à quoi ça ressemble exactement? Et là, je dirais que sur ce point-là, 4 phases. 4 phases, c'est quelque chose qui est communément admis dans l'industrie, et quelle que soit la nature des biens commercialisés, je dirais aussi bien en B2B qu'en B2C. Ces 4 phases, c'est quoi? Phase 1, le client idéalise ce que pourrait être en fait une solution par rapport à un besoin qu'il a identifié. Phase 2, c'est ce que je vais appeler l'instruction, c'est-à-dire que le client va vérifier auprès d'une variété d'offreurs qu'il peut bien trouver la solution pratique à son besoin, qu'il ait la preuve que cette solution existe et peut être acquise. Phase 3, c'est là où il va prendre une décision, formaliser son geste d'achat. Et phase 4, c'est une fois que l'achat est réalisé, eh bien, il va mettre en œuvre et vérifier finalement qu'il obtient bien la valeur qu'il escomptait au préalable. Donc ces 4 phases, ça je dirais que c'est assez classique et bien connu depuis longtemps. Ce qui est moins connu en revanche, c'est le fait qu'au fur et à mesure de son parcours d'achat, le client va voir ses priorités évoluer dans le temps, et notamment sur 4 variables particulières. La première variable, c'est les besoins. Les besoins, on voit, c'est tout à fait déterminant en termes de priorité et d'attention pour le client en phase 1. Par contre, on voit bien que lorsque le client est en phase d'instruction ou de décision, il ne s'intéresse plus tellement aux besoins. Le deuxième élément de préoccupation, c'est la preuve. Une fois que le client a fait son travail sur les besoins, qu'il a identifié ce dont il avait besoin, il va vérifier auprès d'un certain nombre d'acteurs qu'il peut bien obtenir des solutions qui lui permettent de satisfaire ses besoins. Donc ça, c'est ce qui est prédominant en phase 2. En phase 3, en revanche, lorsqu'il formalise sa prise de décision, là, il y a un point que les vendeurs ont beaucoup de mal à identifier, c'est que côté client, dans son parcours d'achat, ce que le client va faire, c'est essentiellement minimiser tous ces facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il va vérifier que l'offreur, par exemple, est une société stable, il va s'assurer qu'il n'y a pas de risques collatéraux liés à la prise de décision d'achat, il va vérifier que son organisation est en capacité d'absorber la nouveauté liée à l'acquisition, par exemple, d'un nouveau bien. Donc, minimisation des risques. Et ça, c'est quand même un facteur que les vendeurs ont souvent du mal à percevoir. Phase 4, une fois que la décision d'achat est formalisée, figurez-vous que c'est là que l'argent devient la chose la plus importante. C'est un grand paradoxe, ce n'est pas pendant le parcours d'achat en tant que tel que le client va considérer que l'argent est la dimension essentielle, c'est une fois que l'achat aura été, on va dire, consommé, c'est une fois que le client aura installé le bien, l'aura utilisé ou consommé, qu'il va se préoccuper de savoir s'il aura bien obtenu la valeur qu'il escomptait au préalable. Donc on voit bien 4 phases essentielles durant le cycle, le parcours d'achat client. Alors, ces 4 phases essentielles, elles vont permettre aux vendeurs justement de savoir d'une part comment se positionner en fonction de ce qu'il a observé et de ce qu'il a compris du parcours d'achat client. Alors maintenant, comme je le disais en préalable, 57% du travail ou du parcours d'achat client est réalisé avant que n'ait lieu la première interaction avec un vendeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement toute la partie de développement de solutions, toute la partie qui consistera à travailler sur les besoins, sur la définition des priorités, sur la mise en exergue des scénarios d'utilisation, cette partie que j'appelle partie d'idéalisation, cette partie-là va être faite
finalement, dans la majorité des cas, avec un vendeur qui va consulter, pardon, un acheteur ou un client qui va consulter d'autres clients, qui va consulter Internet, qui va lire des documentations, mais qui ne fera pas appel à un vendeur. Et ça veut dire que là, il y a un grand trou noir et qui est vraiment nouveau, un phénomène nouveau à prendre en compte et qui est particulièrement essentiel lorsque vous choisissez une méthodologie de vente. Alors, je passe rapidement sur les conversations clés qui émaillent en fait ce parcours d'achat pour simplement dire la chose suivante. Lorsque vous choisissez une méthodologie de vente, il y a 6 clés que j'aimerais passer en revue avec vous pour finalement vous aider à structurer votre propre décision. La première clé, c'est le fait qu'on l'a vu, un parcours d'achat client, c'est un chemin assez long. Il peut y avoir du reste c'est pas un chemin linéaire, hein, il peut y avoir des chemins de traverse, il peut y avoir également des retours arrière. Mais c'est un chemin qui obéit quand même toujours à une certaine logique. Et dans cette logique, que nous soyons en B2B ou que nous soyons en B2C, eh bien, le client part toujours de l'identification d'un problème, d'un besoin, il idéalise sa solution, on a vu les 4 phases, hein. Ensuite il vérifie la preuve, ensuite il minimise ses risques et enfin il évalue a posteriori la valeur. Ça reste une grande constante. Et ce que je vous invite à considérer lorsque vous choisissez une méthodologie de vente, c'est choisissez une méthodologie qui permette de couvrir l'exhaustivité du parcours d'achat client plutôt qu'une méthodologie qui va se consacrer sur une partie bien particulière de ce parcours d'achat. Donc, l'exhaustivité devient un facteur, je dirais, déterminant dans le choix d'une méthodologie, sachant alors que dans le passé, il pouvait être tout à fait concevable de prendre une méthodologie qui soit particulièrement pertinente sur un volet particulier du parcours d'achat, par exemple une méthodologie qui permette d'aider à développer des plans de compte, d'aider sans se préoccuper des autres aspects. Ça le faisait bien, aujourd'hui ça le fait beaucoup moins. Deuxième considération, c'est ce que j'appelle donc la clé numéro 2. Hop, je suis allé trop vite. Voilà, la clé numéro 2. Dans le choix d'une méthodologie de vente, je vous invite à considérer une méthodologie qui apporte de la valeur, mais pas uniquement de la valeur à votre organisation, aussi de la valeur à vos clients. Et pour ce faire, je voudrais prendre un exemple très simple. Lorsque, par exemple, vos commerciaux sont en situation de discuter avec des clients potentiels de la façon dont ces clients potentiels peuvent tirer les meilleurs bénéfices en termes d'utilisation de vos produits ou services, je vous invite à considérer une méthodologie qui permette à vos commerciaux d'employer des stratégies de questionnement qui soient suffisamment fines pour que les clients eux-mêmes retirent de la valeur du fait de suivre une démarche de questionnement autour de leurs besoins et autour des scénarios d'utilisation. Une fois que cette démarche de questionnement, par exemple, a été réalisée, que les conversations essentielles du cycle de vente soient également documentées selon un formalisme, là encore, qui soit porteur de valeur, bien sûr, pour votre organisation en interne, on va le voir du reste sous peu, mais aussi à l'extérieur de votre organisation, chez le client. Que typiquement un courrier envoyé par un de vos vendeurs chez un de vos clients potentiels puisse être diffusé à l'intérieur de l'organisation cliente et que ça soit en quelque sorte une façon pour vous de vendre de façon capillaire auprès de vos clients. Donc premier point, on l'a vu, c'est une méthodologie qui permette d'aborder l'exhaustivité du parcours d'achat client. Le deuxième point, c'est une méthodologie qui permette d'apporter de la valeur non pas uniquement à vous-même, mais aussi à vos clients. Troisième point, une méthodologie qui permette également d'assigner des rôles. Là, je vais prendre un exemple très simple. Dans tout processus de vente, il y a toujours une phase, on va dire la phase la plus amont, qui consiste à identifier des prospects. Donc on appelle ça des leads, on appelle ça des pistes, on appelle ça des signalisations de projet, peu importe le terme. Mais en général, cette phase de signalisation de projet, d'identification de prospects, c'est une phase qui est soit dévolue au marketing, voire sous-traitée auprès d'organismes tiers, mais rarement, on va dire, dévolue à 100% à la force de vente. Donc on peut imaginer que pour la première phase de votre processus de vente, eh bien, vous assigniez à un organisme tiers ou au département marketing au sein de votre organisation le fait de générer des leads ou générer des prospects. Très bien. Une fois que les prospects sont générés,
Eh bien, l'idée, c'est de passer la main auprès des forces de vente pour que ces dernières puissent mener à leur terme les opportunités qui auront été dévoilées et identifiées par votre département marketing, par exemple. Le fait d'avoir des points de passage documentés et le fait que votre méthodologie de vente permette de mettre une attention particulière sur des éléments de documentation entre les passages d'étapes, c'est un moyen pour vous d'aligner et d'ajuster les organisations. Par exemple, l'organisation marketing avec une organisation commerciale. Comme je travaille assez régulièrement avec les organisations, je me rends compte que le problème de l'alignement entre le marketing et la vente est absolument dramatique. Et chaque jour, alors les gens du marketing se plaignent du fait de donner des leads aux commerciaux, qu'ils en donnent beaucoup, mais que les commerciaux ne font rien avec. De l'autre côté de la barrière, qu'est-ce qu'on entend? C'est exactement l'inverse. C'est les gens du commerce qui disent, attendez, les gens du marketing ne savent même pas ce que c'est qu'une opportunité, on reçoit des choses qui ne sont absolument pas de valeur, donc on ne fait rien avec. C'est du gâchis. Et la meilleure façon d'éviter ce gâchis, c'est quoi? C'est à travers la méthodologie de vente que vous employez, de déterminer des points de passage documentés qui permettent d'assurer que le marketing, si tel est le cas, a bien fait son travail en termes de qualification d'un lead avec par exemple un critère qui apparaît très clairement dans un courrier qui est par ailleurs validé par un client, et puis derrière le commercial qui prend la main sur la base de ce courrier validé par un client. Et dans ce cas de figure, la méthodologie permet d'éviter considérablement, enfin d'éviter que surviennent les fameux heurts de désajustement que l'on observe entre typiquement la vente et le marketing. Donc j'insiste sur ce point que j'appelle tout simplement alignement entre les fonctions. Le fait que votre méthodologie permette d'assigner des responsabilités sur chacune des étapes et de simplifier les mécanismes qui vont permettre de passer d'une étape à l'autre et de passer la main d'un département à un autre. Quatrième clé maintenant. Quand vous choisissez une méthodologie de vente, je vous invite à considérer une méthodologie qui soit ouverte sur un système de pilotage. Alors, le système de pilotage dans le domaine de la vente, c'est bien connu, c'est autour de la notion d'entonnoir, de funnel en anglais, le fait d'assigner des taux de conversion par étape et de suivre ça finalement pour pouvoir déterminer quels sont les besoins en amont en termes de projet pour atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires à un temps T déterminé. Mais au-delà de cela, donc ça, je dirais que c'est une sorte de point très commun et que toutes les méthodologies de vente reproduisent de façon classique. Mais au-delà de ça, il y a un deuxième point que je voudrais souligner, c'est le fait que, en termes de pilotage de l'activité commerciale, c'est une chose de piloter par les chiffres, c'est bien, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais c'est encore mieux si vous pouvez piloter également la performance commerciale à travers les compétences. Et quand vous choisissez une méthodologie de vente, je vous invite à veiller à ce que les différentes étapes qui soient traitées dans cette méthodologie et que vous allez retrouver reflétées dans votre propre processus de vente, que ces différentes étapes soient associées à une compétence commerciale, que cette compétence commerciale puisse être ensuite travaillée par vos managers et qu'ainsi vos managers soient en capacité d'apporter de la valeur à vos commerciaux. Donc ça, c'est la clé numéro 4 que j'appelle la clé de lisibilité de la performance, tant en termes de chiffres qu'en termes de développement de compétences de vos équipes commerciales. Autre point, autre clé, l'utilité pour le commerce. Alors, très souvent, il y a une étude qui est assez affligeante qui vient de la American Marketing Association, qui est donc l'association des responsables marketing américaine, qui met en évidence que 90% des documents qui sont créés par le marketing et mis à disposition de la vente ne sont pas utilisés par les commerciaux. Et ça pourquoi? Tout simplement parce que là encore, on est dans un registre de désajustement, de désynchronisation entre vente et marketing, faute d'avoir une méthodologie qui permet de couvrir finalement le spectre des responsabilités des uns des autres. Quand vous choisissez une méthodologie, veillez à ce qu'il y ait un outillage qui soit associé à cette méthodologie. C'est-à-dire que pour chacune des étapes de votre processus de vente, il puisse y avoir la création d'outils et que ça fasse partie intégrante de la méthodologie, de telle sorte que les commerciaux se retrouvent à chaque étape en situation d'utiliser ces outils pour pouvoir aider en quelque sorte les clients à passer à l'étape suivante, naturellement en embarquant l'idée des produits et services que vous commercialisez. Donc cette notion d'outillage, absolument déterminante, et un outillage que j'appelle circonstanciel. Une success story, par exemple, c'est un outil absolument génial pour un commercial en phase de prospection.
En revanche, ça n'a strictement aucun intérêt si le commercial est en phase de négociation finale. Le fait d'avoir une success story n'aura pas d'impact. Donc là encore, les outils, veillez à ce que ces outils soient adaptés aux différentes étapes du parcours d'achat client. Donc le propos, c'est quoi? C'est qu'en fait, entre les messages marketing d'un côté, les conversations de vente de l'autre côté, et enfin les priorités du prospect, eh bien que les outils soient à la convergence de ces trois éléments de préoccupation. Donc c'est ce que j'appelle la clé numéro 5, qui est utilité pour le commercial. Privilégier une méthodologie qui aide les commerciaux à avoir plus d'impact dans leurs échanges. Enfin, dernière clé, c'est la clé d'élasticité de votre méthodologie. C'est-à-dire, veillez à ce que votre méthodologie permette de, comment dire, de faire plusieurs choses. La première chose, permettre de faire une sorte de rétroaction. C'est-à-dire que lorsque vous avez vendu, votre commercial a vendu, super, tout le monde est content, on se félicite, on se congratule. Qu'après la vente, il puisse y avoir, et que ça soit bien intégré dans la méthodologie, la possibilité de recueillir toutes les informations sur la façon dont vos clients utilisent vos produits, biens et services, de telle sorte que cette information puisse être ensuite réutilisée dans les phases les plus amont du cycle de vente, notamment lorsqu'il s'agit de susciter l'intérêt en phase de prospection. Donc une notion d'élasticité, pas une méthodologie qui traite justement uniquement un point bien particulier, mais qui permet de traiter la globalité du cycle de vente, on l'a vu, et qui permettent aussi de faire cette boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'à partir des succès clients, vous puissiez en déduire des actions de prospection particulièrement efficaces. Enfin, dernier point, par rapport à cette notion d'élasticité, je crois qu'il est essentiel de prendre, et ça on le voit de plus en plus, c'est pas pour rien que j'interviens aujourd'hui auprès d'écosystèmes, de prendre en compte la dimension sociale, c'est-à-dire la capacité, au fur et à mesure que se déroule le parcours d'achat client et que vos commerciaux sont en phase et interviennent, de prendre en compte tous les événements qui peuvent émailler en fait ce parcours d'achat client et tous les événements dont vous avez connaissance parce que c'est vous qui intervenez, mais des événements sur lesquels vous n'avez pas forcément connaissance parce que ce sont vos concurrents, ce sont des tiers, des partenaires qui interviennent. Et le fait donc de prendre en compte cette connaissance afin vous-même d'être toujours plus pertinent, d'avoir plus d'impact dans votre démarche. Donc voilà la sixième clé, privilégier une méthodologie qui autorise des mécanismes de rétroaction et d'amélioration continue, notamment à travers la prise en compte de la dimension sociale. Donc voilà les 6 clés que je voulais partager avec vous. Je les récapitule. Première clé, exhaustivité dans la couverture du parcours client. Plutôt que de s'assurer qu'il y ait un point qui soit bien traité, privilégier la largeur du spectre. Le deuxième élément, c'est la valeur pour le client. Privilégier une méthodologie qui donne de la valeur au client, qui lui permette lui-même d'affiner la compréhension de son besoin et la formalisation de sa solution. Troisième point, une méthodologie qui vous permette à vous d'aligner vos fonctions, d'ajuster vos ressources. Quatrième point, une méthodologie qui permette de rendre la performance lisible, tant sur le volet chiffres, mesure de la performance, mesure on va dire chiffrée et financière, que sur la partie management par les compétences. Cinquième point, une méthodologie utile pour vos commerciaux, une méthodologie outillée. Sixième point, enfin, une méthodologie suffisamment élastique pour vous permettre de faire de l'amélioration continue, vous permettre de prendre en compte la dimension sociale de la vente. Donc voilà les 6 points que je voulais partager avec vous. Et bon, comme pour reprendre une tradition bien connue propre à Monsieur Steve Jobs, un dernier petit point que je voudrais souligner, c'est le fait qu'au bout du compte, quel que soit le choix de la méthodologie que vous allez adopter, la meilleure méthodologie sera toujours celle que vous utilisez. Ça, en clair, entre une méthodologie brillantissime, mais médiocrement utilisée, et une méthodologie médiocre, mais utilisée de façon constante, c'est dans le deuxième cas de figure que vous aurez le plus meilleur bénéfice. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toute une série d'études. Une étude notamment que je trouve particulièrement intéressante, publiée par la Harvard Business Review il y a de cela quelques années, en 2006, mettait en évidence les différents niveaux de maturité des clients par rapport à l'utilisation de méthodologies. Il y avait plusieurs niveaux. Niveau 1, il n'y avait pas de processus de vente, pas de méthodologie, pas de processus de vente. Niveau 2, une méthodologie en place, mais mise en place uniquement en parole, pas tellement dans les faits. Niveau 3, une méthodologie formelle en place, avec une utilisation très claire par le management, mais un type de pilotage, on va dire,
euh, plutôt rétroviseur que orienté vers le futur. Niveau 4, une méthodologie en place, méthodologie formelle, avec une articulation pour qu'elle soit en quelque sorte la brique fondatrice de votre processus de vente, une utilisation constante par le management, et enfin un pilotage orienté vers le futur. Les résultats sont absolument édifiants, puisque sur toute une batterie d'indicateurs comme la capacité à prospecter de manière efficace, la capacité à qualifier correctement les leads, à présenter efficacement les apports et bénéfices de l'offre, à vendre la valeur ou à se montrer efficace dans la mise sur le marché de produits nouveaux, eh bien on voit bien que les sociétés qui ont le niveau de maturité le plus avancé dans l'utilisation des méthodologies de vente sont celles qui ont les résultats les plus probants en termes de bénéfices concrets. Donc là encore, le message en quelque sorte clé, c'est quel que soit le choix que vous faites, au-delà des clés que j'ai partagées avec vous et que j'espère vous considérerez, eh bien le point fondamental sera celui de l'utilisation que vous ferez de la méthodologie que vous aurez choisie. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne ma présentation. Je vais maintenant céder la place à Nicolas. Voilà, merci beaucoup Jean-Marc. On va abuser encore un peu de votre temps pour continuer, mais alors vraiment sur 5 minutes, pour essayer de montrer en quoi Aiko a du sens vis-à-vis d'une méthodologie commerciale. Et puis ensuite, si vous êtes encore avec nous, on pourra peut-être avoir quelques questions-réponses, ouvrir le micro pour pouvoir en discuter avec Jean-Marc. Voilà. Ça vient de s'afficher très rapidement. Alors oui, effectivement, pour devenir une rockstar de la vente, on a besoin de méthode, mais on a besoin aussi d'un bon matériel, c'est assez évident. Et c'est ce que Aiko propose de faire. Aiko, c'est une solution d'intelligence commerciale pour faire très rapidement, qui a été conçue pour pouvoir suivre les différentes méthodologies commerciales, les différentes étapes de vente et les différentes conversations qu'a évoquées Jean-Marc dans sa présentation. Donc qu'on soit de l'identification de pistes jusqu'au closing, on a besoin d'un certain nombre d'informations qui vont nous permettre d'accélérer le deal. Alors très simplement, Aiko, pour être hyper clair, c'est d'un côté une base de données, il y a 7 millions de décideurs en France, les emails, les numéros de téléphone, etc. Ok, ça on en a besoin. Et puis de l'autre côté, on a tout un ensemble d'alertes qui vont venir justement tout au long du cycle de vente pour accélérer euh, le cycle de vente. Voilà. Comme on l'a pu l'évoquer, effectivement, toutes les dernières méthodologies commerciales de type Challenger, Customer Selling et même les plus anciennes type TAS, etc., toutes les grandes méthodes commerciales se rejoignent sur un point, c'est qu'il faut de plus en plus de travail de recherche de la part du commercial pour pouvoir mieux qualifier son lead, pour pouvoir mieux engager et pour pouvoir surtout accélérer son cycle de vente. Donc l'information est clairement un avantage concurrentiel aujourd'hui. Et donc juste après la mise en place d'une méthode commerciale, bien sûr, on a besoin d'avoir un outil ou en tout cas d'informations qui viennent être le support de cette méthode. Voilà. Alors, on va faire un tout petit exercice. J'ai demandé à Thibaut d'essayer de présenter Aiko en 1 minute. Alors, je pense qu'il ne va pas tout présenter parce qu'il y a plusieurs dimensions dans la solution. Je vais passer sur un navigateur. Je fais une démonstration live, Thibaut, si je ne me trompe pas. Bonjour. Et donc, il doit tenir en 1 minute. Et au bout d'1 minute, ensuite, on va passer aux questions-réponses. Voilà, je me permets, je fais la connexion pour toi. Je voudrais rajouter en même temps, pendant qu'on se connecte, je vais te laisser la main. Ce que je vous propose de faire, c'est que les slides et l'enregistrement du webinar, je vais mettre ça sur la page de présentation du webinar et je vous enverrai un message, alors peut-être plus tard dans la journée, que vous ayez le temps quand même de faire votre journée et qu'en fin de journée, vous puissiez récupérer les slides et éventuellement la vidéo si vous voulez la partager à d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes. Il y a pas mal de monde qui effectivement n'a pas pu être là pour la réunion. Vas-y Thibaut, je t'en prie, lance-toi. Alors, 1 minute. Donc, comme le disait, donc bonjour à tous et à toutes, pour commencer. Donc, comme le disait Nico, effectivement, Aiko permet de vraiment appliquer la méthode commerciale au sein d'un outil et d'avoir les informations nécessaires pour bien dérouler son opportunité jusqu'au closing. Donc, effectivement, Aiko, c'est une base de contacts, donc de sociétés et de contacts qui permet de facilement identifier les bons prospects, de bien travailler son opportunité, construire son plan de compte, et ce jusqu'au closing, donc une étape qui est relativement longue.
Donc pour ce faire, au-delà de la base de contact et de société d'AECO, il y a la notion vraiment d'alerte commerciale. Donc vraiment le quotidien de notre métier, hein, c'est de savoir ce qui se passe chez le client, comment nos concurrents ou nos partenaires interagissent avec lui et comment on peut facilement augmenter finalement ses chances de closer un deal. Donc AECO, c'est une base de contact avec un système d'alerte, donc des alertes typiques, hein, que je peux recevoir au quotidien. Ça va être bien entendu tout ce qui est notion de mise à jour de contact. Je travaille mon plan de compte, je travaille mon opportunité, mon sponsor numéro un ou le décideur sur lequel je compte change de fonction ou change d'entreprise. Donc comment je vais réussir à gérer ça, trouver un nouveau sponsor, travailler d'autres personnes, comprendre est-ce que ça met réellement en danger mon opportunité. Tout ce qui est aussi bien sûr alerte concurrentielle. Mes concurrents travaillent mes comptes, c'est logique. Maintenant, comment ils le font, avec qui ils rentrent en contact, par quel chemin ils passent, est-ce que c'est des personnes que j'ai rencontrées, que je connais, comment ça met le doute dans la tête du décideur. On parlait tout à l'heure du décideur qui gère son risque en interne. Est-ce que je maîtrise à 100% le discours de mon concurrent sur ma solution? Comment ça met le doute dans la tête de mon interlocuteur? Idem sur tout ce qui est notion de partenaire. On peut avoir des partenaires technologiques ou intégrateurs, hein, qui vont travailler aussi nos clients pour être eux-mêmes en amont d'une décision. Donc, est-ce qu'ils pourraient m'aider? Est-ce qu'ils avancent avec moi? Est-ce qu'ils n'avancent pas avec moi? Comment je gère cette partie-là? Et bien sûr, bien connaître le compte et surtout l'actualité du compte. Donc, via tout un système d'alerte sur les actualités, hein, qui va travailler sur différentes sources pour être toujours sûr d'avoir la dernière info de son client ou de son prospect. Ça permet de mieux comprendre son métier, peut-être ses vraies problématiques qui sont souvent éloignées peut-être de nos modèles, et d'essayer de rebondir sur une actualité pour peut-être accélérer son process ou encore asseoir sa connaissance du compte et mieux travailler du coup son opportunité. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour en une C'est minute. pas mal, je pense que tu as dépassé un petit peu la minute. Ce que je vous propose, en fait, plutôt que d'ouvrir aux plus de 45 personnes, plus de 40 personnes qui sont là, et auquel cas ça va être un peu compliqué, je vous propose de passer par le chat, de poser vos questions pour que Jean-Marc puisse y répondre, qu'on se donne peut-être 10 minutes pour répondre aux différentes questions. Donc vous avez vu sur la partie en haut ici, vous avez la partie chat, vous l'ouvrez et si vous avez des questions à poser, on se donne un petit moment. Quelle est la couverture Ah, on commence par une question sur ICO, donc on s'attendait à une question pour Jean-Marc. C'est à peu près 30 millions de contacts aujourd'hui, donc c'est principalement utilisé en Europe. Alors on en a aussi des utilisateurs en Australie, aux États-Unis, mais c'est quand même aujourd'hui principalement européen. Voilà, la plupart de nos clients font des déploiements même sur IMEA, donc c'est vraiment UK, Irlande, Allemagne, pays nordiques, etc. Est-ce qu'il y aurait une autre question, notamment peut-être sur les méthodes commerciales? Je vous laisse utiliser le chat si vous avez des questions. Si au bout de 2-3 minutes, si on n'a plus de questions dans ces cas-là, on pourra se quitter et chacun reprendre notre journée. Bon, rien de particulier. Vous avez donc sur les slides, vous aurez aussi le contact de Jean-Marc, donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Vous avez aussi, alors c'est Thibaut qui vous a envoyé un certain nombre d'emails, donc n'hésitez pas à revenir vers lui aussi. Euh, cette méthodologie peut-elle s'appliquer à l'administration publique? Alors, ça c'est une question. Je vais répondre. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Ce que je comprends, je vais vous dire ce que je comprends. N'hésitez pas à intervenir ensuite par chat si ma compréhension n'est pas correcte. Ce que je comprends, c'est est-ce que l'utilisation d'une méthodologie de vente permet de traiter le cadre par exemple, des appels d'offres publics, donc des consultations émanant de pouvoirs publics. La réponse est oui. La réponse est oui, avec une particularité. Comme je le disais précédemment, il y a 4 grandes phases dans finalement ce que j'appellerais la psychologie du parcours d'achat client. Il y a la première phase, phase 1, besoin, phase 2, instruction, phase 3, minimisation des risques, phase 4, vérification de la valeur. La caractéristique des consultations publiques, c'est qu'elles formalisent de façon extrême la phase 2, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'instruction,
ce qui va de tout ce qui a trait à la vérification de la preuve, comme quoi les différents fournisseurs consultés peuvent apporter une solution aux besoins énoncés. Ça veut dire quoi? Pour un commercial, finalement, qui suit la méthodologie, il sera en capacité de savoir s'il aura été acteur dans la phase 1 ou l'organisme public sera passé à travers sa phase d'identification du besoin et de formalisation conceptuelle de la solution. S'il a fait ce travail-là, dans ce cas-là, il sera dans une position d'autant plus forte lorsque finalement le cahier des charges sera divulgué sous la forme d'un appel d'offres. En revanche, s'il ne sait pas reconnaître justement ce parcours d'achat client, quel est le risque? Le risque, c'est que il reçoit notification d'appel d'offres et finalement, le contenu de l'appel d'offres ne sera qu'un résumé d'une solution sur laquelle lui-même n'aura pas été partie prenante. Résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, eh bien, il part perdant. Donc, savoir, dans un climat économique comme celui d'aujourd'hui, le fait de savoir commercialement si vous partez gagnant ou perdant peut être absolument déterminant en termes de génération et de protection de la marge, au-delà des conditions négociées en fin de cycle. Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, la méthodologie s'applique complètement dans le contexte d'appel d'offres public, si ce n'est que dans le contexte d'appel d'offres public, toute la phase 2 est totalement scriptée et déterminée par, je dirais, les pouvoirs publics. Ok, on a plusieurs autres questions. Alors moi, je vais faire les réponses courtes. Comment utiliser Aiko avec un CRM déjà installé? Alors, Aiko n'est pas un CRM, effectivement, il s'intègre avec les CRM, avec Salesforce, avec Dynamics, avec Oracle, avec même Ines en France. Donc, il y a plus d'une vingtaine de CRM qui savent installer et sur lesquels on peut configurer Aiko directement dans le CRM. Ça, c'était pour la réponse courte. On a deux réponses. Alors, peut-être une rapide et une un peu plus longue. La première, c'est euh, quelle méthode commerciale couvre le mieux vos cycles? Est-ce que c'est Customer Centric pour vous, Jean-Marc? Alors là, effectivement, je suis juge et partie, c'est-à-dire qu'étant moi-même affilié à la méthode Customer Centric Selling, je dirais oui, la méthode Customer Centric Selling permet en tous les cas de couvrir de façon satisfaisante les cyclés que j'ai mentionnés. Ok. Euh, alors, une question d'Olivier. Comment fonctionner quand son produit est innovant et anticiper les besoins des clients? Superbe, j'adore. Alors, c'est là, quand vous avez un produit innovant, c'est là que la phase 1 est la plus critique. La phase 1, c'est-à-dire la phase où finalement le commercial doit aider le client à visualiser comment, à travers un certain nombre de scénarios d'utilisation de votre offre innovante, il va pouvoir satisfaire des besoins particuliers. Alors c'est un moment très, comment dire, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le commercial doit savoir utiliser et maîtriser une stratégie de questionnement qui va permettre de comprendre quel est l'état de fonctionnement du client actuel et ensuite lui proposer des scénarios d'utilisation de votre offre qui est innovante, donc que le client a priori n'aurait pas imaginé, qu'il n'aura pas imaginé disposer simplement parce qu'il a méconnaissance de ces scénarios-là. Et c'est là que le commercial va pouvoir en fait faire montre de toute sa valeur en suggérant des scénarios d'utilisation qui soient adaptés au contexte du client et qui mettent en avant le caractère innovant de votre offre sans le dire. Et c'est ça le point, parce que si vous dites à un client j'ai une offre innovante, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans 90% des cas, ça fait peur aux gens. Donc la ruse et l'intelligence, et c'est là-dessus que j'insiste sur le fait d'utiliser une méthodologie commerciale qui couvre bien l'ensemble des conversations clients, c'est de faire en sorte que vos commerciaux sachent suggérer des scénarios d'utilisation qui embarquent en quelque sorte l'innovation dont vous êtes le porteur, sans pour autant faire peur. Pourquoi? Parce que si vous parlez innovation et que innovation, dans ce cas-là, vous risquez de mettre le client sur la touche en disant « Ouh là là, ça c'est peut-être dangereux parce que qui dit innovation dit risque non maîtrisé ». Ok, on a encore une question, je ne suis pas sûr d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Jean-Marc, le niveau de contact chez les prospects est-il devenu, selon vous, un élément structurant du process de vente? Oui. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que oui, le niveau de contact est devenu un niveau de plus en plus structurant. C'est un peu comme les cycles économiques ou les cycles de Kondratiev, c'est-à-dire que dès que le climat économique se détériore, comme c'est le cas aujourd'hui, même s'il y a une reprise actuellement qui s'annonce aux États-Unis, en tous les cas en Europe, on voit bien que le climat est plutôt plombé.
le niveau d'interlocuteur augmente, c'est-à-dire que les délégations ou le niveau d'autonomie qui est donné aux interlocuteurs au sein des organisations pour investir, par exemple, baisse, et de façon toujours plus systématique, il y a besoin d'une justification économique au plus haut niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pratiquement, et là encore, ça rehausse l'intérêt d'une méthodologie de vente, là encore, le commercial doit être en capacité d'aider le client à formaliser un consensus entre, on va faire simple, hein, les trois typologies d'interlocuteurs dont vous avez besoin finalement pour effectuer une vente. Ça va être un interlocuteur qu'on va appeler, on va l'appeler fonctionnel, c'est celui pour qui l'utilisation de votre bien ou service va l'aider à satisfaire son besoin. Un interlocuteur d'ordre technique, c'est celui qui saura mettre en œuvre le bien ou service que vous commercialisez. Et un interlocuteur d'ordre, on va dire, financier, c'est celui qui saura justifier l'investissement associé à votre bien ou service, quand bien même il n'y aurait pas de budget initialement alloué à la chose. Donc, avec la détérioration du climat économique, eh bien, il se trouve que les interlocuteurs, et notamment les interlocuteurs de type financier, sont de plus en plus hauts dans leurs organisations et que le niveau, le seuil à partir duquel les justifications économiques formelles doivent être faites, on appelle ça des business cases ou des analyses coûts-bénéfices hein, selon les organisations, eh bien ce niveau est de plus en plus bas. J'ai vu par exemple dans le monde industriel récemment eh bien, le fait de devoir faire des analyses de type ROI pour des investissements de l'ordre de 20 000 euros. Ok. Bon, ben voilà, on est au bout des questions. Et puis, effectivement, on a pas mal de gens qui sont déjà, qui ont commencé à partir. N'oubliez pas qu'il y a un livre blanc aussi, justement, qu'on a fait entre Écosystème et Jean-Marc sur les méthodes commerciales, qui est sorti il y a 3 semaines. Je vous le mettrai également dans le message que je vous enverrai ce soir, donc qui contiendra le lien vers ce livre blanc et puis l'accès à la présentation, les slides et à la vidéo. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez surtout pas à nous faire un feedback, ça nous fera toujours très plaisir. Et puis n'hésitez pas surtout à prendre contact avec Jean-Marc ou avec Thibaut si vous souhaitez avancer et aller plus loin. Merci à tous et bonne journée.